Marguerite Duras. La douleur. J'ai retrouvé ce journal dans 2 cahiers. Des armoires bleues de Naufle-le-Château. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte. Je revois l'endroit, la gare d'Orsay, les trajets. Mais je ne me vois pas écrivant ce journal. Quand l'aurais-je écrit? En quelle année? À quelle heure du jour? Dans quelle maison? Je ne sais plus rien. Ce qui est sûr, évident, c'est que ce texte-là, il ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert L. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis? Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années, dans cette maison de campagne, régulièrement inondée en hiver? La première fois que je m'en soucie, c'est à partir d'une demande que me fait la revue Sorcière, d'un texte de jeunesse. La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. Marguerite Duras. La douleur. Avril. Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il sonnerait à la porte d'entrée. Qui est là? C'est moi. Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. Je suis revenu. Je suis à l'hôtel Lutetia pour les formalités. Il n'y aurait pas de signe avant-coureur. Il téléphonerait, il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Il sonnerait. Qui est là? C'est moi. Il y a bien d'autres choses qui arrivent dans ce même domaine. Ils ont fini par franchir le Rhin. La charnière d'Avranches a fini par sauter. Ils ont fini par reculer. J'ai fini par vivre jusqu'à la fin de la guerre. Il faut que je fasse attention. Ça ne serait pas extraordinaire s'il revenait. Ce serait normal. Il faut prendre bien garde de ne pas en faire un événement qui relève de l'extraordinaire. L'extraordinaire est inattendu. Il faut que je sois raisonnable. J'attends Robert L., qui doit revenir. Le téléphone sonne. Allô, allô? Vous avez des nouvelles? Il faut que je me dise que le téléphone sert aussi à ça. Ne pas couper et répondre. Ne pas crier de me laisser tranquille. Aucune nouvelle? Rien? Aucune indication? Aucune. Vous savez que Belsen a été libéré? Oui, hier après-midi. Je sais. Silence. Est-ce que je vais encore le demander? Oui, je le demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence à être inquiète. Silence. Il ne faut pas se décourager. Tenir. Vous n'êtes hélas pas la seule. Je connais une mère de 4 enfants. Je sais, je m'excuse. Je dois sortir. Au revoir. Je repose le téléphone. Je n'ai pas bougé de place. Il ne faut pas trop faire de mouvement. C'est de l'énergie perdue. Gardez toutes ses forces pour le supplice. Elle a dit: Vous savez que Belsen a été libéré? Je l'ignorais. Encore un camp de plus, libéré. Elle a dit: Hier après-midi. Elle n'a pas dit, mais je le sais. Les listes des noms arriveront demain matin. Il faut descendre, acheter le journal, lire la liste. Non. Dans les tempes, j'entends un battement qui grandit.
Non, je ne lirai pas cette liste. D'abord, le système des listes, je l'ai essayé depuis 3 semaines. Il n'est pas celui qui convient. Et plus il y a de listes, plus il en paraîtra, moins il y aura de noms sur ces listes. Il en paraîtra jusqu'au bout. Il n'y sera jamais, si c'est moi qui les lis. Le moment de bouger arrive, se soulever, faire 3 pas, aller à la fenêtre. L'école de médecine, là, toujours. Les passants, toujours. Ils marcheront au moment où j'apprendrai qu'il ne reviendra jamais. Un avis de décès. On a commencé ces temps-ci à prévenir. On sonne. Qui est là? Une assistante sociale de la mairie. Le battement dans les tempes continue. Il faudrait que j'arrête ce battement dans les tempes. Sa mort est en moi. Elle bat à mes tempes. On ne peut pas s'y tromper. Arrêter les battements dans les tempes, arrêter le cœur, le calmer. Il ne se calmera jamais tout seul. Il faut l'y aider. Arrêter l'exorbitation de la raison qui fuit, qui quitte la tête. Je mets mon manteau, je descends. La concierge est là. Bonjour, Madame L. Elle n'avait pas un air particulier aujourd'hui. La rue non plus. Dehors. Avril. Dans la rue, je dors. Les mains dans les poches, bien calées. Les jambes avancent. Éviter les kiosques à journaux. Éviter les centres de transit. Les alliés avancent sur tous les fronts. Il y a quelques jours encore, c'était important. Maintenant, ça n'a plus aucune importance. Je ne lis plus les communiqués, c'est complètement inutile. Maintenant, ils avanceront. Jusqu'au bout. Le jour, la lumière du jour à profusion sur le mystère nazi. Avril. Ce sera arrivé en avril. Les armées alliées déferlent sur l'Allemagne. Berlin brûle. L'armée rouge poursuit son avance, victorieuse dans le sud. Dresde est dépassée. Sur tous les fronts, on avance. L'Allemagne, réduite à elle-même. Le Rhin est traversé. C'était couru. Le grand jour de la guerre. Remagen. C'est après que ça a commencé. Dans un fossé, la tête tournée contre terre, les jambes repliées, les bras étendus. Il se meurt. Il est mort. À travers les squelettes de Buchenwald, le sien. Il fait chaud dans toute l'Europe. Sur la route, à côté de lui, passent les armées alliées qui avancent. Il est mort depuis 3 semaines. C'est ça qui est arrivé. Je tiens une certitude. Je marche plus vite. Sa bouche est entr'ouverte, c'est le soir. Il a pensé à moi avant de mourir. La douleur est telle, elle étouffe, elle n'a plus d'air. La douleur a besoin de place. Il y a beaucoup trop de monde dans les rues. Je voudrais avancer dans une grande plaine, seule. Juste avant de mourir, il a dû dire mon nom. Tout le long de toutes les routes d'Allemagne, il y en a qui sont allongés, dans des poses semblables à la sienne. Des milliers, des dizaines de milliers. Et lui qui est à la fois contenu dans les milliers des autres, et détaché pour moi seul des milliers des autres, complètement distinct. Seul. Tout ce qu'on peut savoir, quand on ne sait rien, je le sais. Ils ont commencé par les évacuer, puis, à la dernière minute, ils les ont tués. La guerre est une donnée générale. Les nécessités de la guerre aussi. La mort. Il est mort en prononçant mon nom. Quel autre nom aurait-il pu prononcer? Ceux qui vivent de données générales n'ont rien de commun avec moi. Personne n'a rien de commun avec moi. La rue. Il y a en ce moment à Paris des gens qui rient, des jeunes surtout. Je n'ai plus que des ennemis. C'est le soir, il faut que je rentre attendre au téléphone. De l'autre côté aussi, c'est le soir. Dans le fossé, l'ombre gagne, sa bouche est maintenant dans le noir. Soleil rouge sur Paris, lent. 6 ans de guerre se terminent. C'est la grande affaire du siècle.
L'Allemagne nazie est écrasée, lui aussi, dans le fossé. Tout est à sa fin. Impossible de m'arrêter de marcher. Je suis maigre, sèche comme de la pierre. À côté du fossé, le parapet du pont des Arts, la Seine. Exactement, c'est à droite du fossé. Le noir les sépare. Rien au monde ne m'appartient plus que ce cadavre dans un fossé. Le soir est rouge. C'est la fin du monde. Je ne meurs contre personne. Simplicité de cette mort. J'aurais vécu. Cela m'indiffère. Le moment où je meurs m'indiffère. En mourant, je ne le rejoins pas, je cesse de l'attendre. Je préviendrai D. Il vaut mieux mourir. Que feriez-vous de moi? Habilement, je mourrai vivante pour lui. Ensuite, quand la mort surviendra, ce sera un soulagement pour D. Je fais ce bas calcul. Il faut rentrer. D m'attend. Aucune nouvelle? Aucune. On ne me demande plus comment ça va. On ne me dit plus bonjour. On dit aucune nouvelle? Je dis aucune. Je vais m'asseoir près du téléphone, sur le divan. Je me tais. D est inquiet. Quand il ne me regarde pas, il a l'air soucieux. Depuis 8 jours déjà, il me ment. Je dis à D, dites-moi quelque chose. Il ne me dit plus que je suis cinglée, que je n'ai pas le droit de rendre tout le monde malade. Maintenant, à peine, dit-il. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne revienne pas lui aussi. Il sourit. Il est maigre lui aussi. Toute sa figure se tire quand il sourit. Sans la présence de D, il me semble que je ne pourrais pas tenir. Il vient chaque jour, quelques 2 fois par jour. Il reste là. Il allume la lampe du salon. Il y a déjà 1 heure qu'il est là. Il doit être 9 heures du soir. On n'a pas encore dîné. D est assis loin de moi. Je regarde un point fixe au-delà de la fenêtre noire. D me regarde, alors je regarde. Il me sourit, mais ce n'est pas vrai. La semaine dernière, il s'approchait encore de moi. Il me prenait la main, il me disait « Robert reviendra, je vous le jure ». Maintenant je sais qu'il se demande s'il ne voudrait pas mieux cesser d'entretenir encore l'espoir. Quelquefois, je dis « Excusez-moi ». Au bout d'1 heure, je dis « Comment se fait-il qu'on n'ait aucune nouvelle ?» Il dit « Il y a des milliers de déportés qui sont encore dans des camps, qui n'ont pas été atteints par les Alliés. Comment voulez-vous qu'ils vous préviennent ?» Ça dure longtemps, jusqu'au moment où je demande à D de me jurer que Robert reviendra. Alors D jure que Robert, elle, reviendra des camps de concentration. Je vais à la cuisine. Je mets des pommes de terre à cuire. Je reste là. J'appuie mon front contre le rebord de la table. Je ferme les yeux. Il y a seulement la rumeur du gaz. On dirait le milieu de la nuit. L'évidence fond sur moi, d'un seul coup. L'information. Il est mort depuis 15 jours. Depuis 15 nuits, depuis 15 jours. À l'abandon, dans un fossé. La plante des pieds à l'air. Sur lui, la pluie, le soleil, la poussière des armées victorieuses. Ses mains sont ouvertes. Chacune de ses mains plus chère que ma vie. Connue de moi. Connue de cette façon-là que de moi. Je crie. N'est pas très lent dans le salon. Dévient. Je sens autour de mes épaules de mains douces, fermes, qui me retirent la tête de la table. Je suis contre D, je dis. C'est terrible. Je sais, dit D. Non, vous ne pouvez pas savoir. Je sais, dit D. Mais essayez. On peut tout. Je ne peux plus rien. Des bras serrés autour de soi, ça soulage. On pourrait presque croire que ça va mieux quelquefois. 1 minute d'air, respirable. On s'assied pour manger. Aussitôt, l'envie de vomir me revient. Le pain est celui qu'il n'a mangé, celui dont le manque l'a fait mourir. J'ai envie que D parte. J'ai encore besoin de la place vide pour le supplice. D part.
L'appartement craque sous mes pas. J'éteins les lampes, je rentre dans ma chambre. Je vais lentement pour gagner du temps, ne pas remuer les choses dans ma tête. Si je ne fais pas attention, je ne dormirai pas. Quand je ne dors pas du tout, le lendemain, ça va beaucoup plus mal. Je m'endors près de lui tous les soirs, dans le fossé noir, près de lui, mort. Avril. Je vais au centre d'Orsay. J'ai beaucoup de mal à y faire pénétrer le service des recherches du journal Le Libre, que j'ai créé en septembre 1944. On m'a objecté que ce n'était pas un service officiel. Le BCRA est déjà installé et ne veut céder sa place à personne. Tout d'abord, je me suis installée clandestinement avec des faux papiers, des fausses autorisations. Nous avons pu récolter de nombreux renseignements qui ont paru dans Libre au sujet des convois, des transferts de camps. Pas mal de nouvelles personnelles. Dites à la famille Intel que le fils est vivant, je l'ai quitté hier. On nous a mis à la porte, mes 4 camarades et moi. L'argument est celui-ci. Tout le monde veut être ici, c'est impossible. Ne seront admis ici que les secrétariats de Stalag. J'objecte que notre journal est lu par 75 000 parents de déportés et de prisonniers. C'est regrettable, mais le règlement interdit à tout service non officiel de s'installer ici. Je dis que notre journal n'est pas comme les autres, qu'il est le seul à faire des tirages spéciaux, de listes de noms. Ce n'est pas une raison suffisante. C'est un officier supérieur de la mission de rapatriement du ministère Freinet qui me parle. Il a l'air très préoccupé. Il est distant et soucieux. Il est poli. Il dit « Je regrette. » Je dis « Je me défendrai jusqu'au bout. » Je pars dans la direction des bureaux. « Où allez-vous » ? « Je vais essayer de rester. » J'essaie de me faufiler dans une file de prisonniers de guerre qui tient toute la largeur du couloir. L'officier supérieur me dit, en montrant les prisonniers, « Comme vous voudrez, mais attention, ceux-là ne sont pas encore passés à la désinfection. En tout cas, si vous êtes encore là ce soir, je serai au regret de vous mettre dehors. » Nous avons trouvé une petite table de bois blanc que nous mettons à l'entrée du circuit. Nous interrogeons les prisonniers. Beaucoup viennent à nous. Nous recueillons des centaines de nouvelles. Je travaille sans lever le nez. Je ne pense à rien d'autre qu'à bien orthographier les noms. De temps en temps, un officier très reconnaissable des autres, jeune, en chemise couleur kaki, très ajusté et fait de torse, vient nous demander qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est que ça, le service des recherches? Est-ce que vous avez un laissez-passer? Je montre un faux laissez-passer, ça marche. Puis c'est une femme de la mission de rapatriement. Qu'est-ce que vous leur voulez? J'explique qu'on leur demande des nouvelles. Elle demande. Et qu'est-ce que vous en faites de ces nouvelles? C'est une jeune femme aux cheveux blonds platine, tailleur bleu marine, souliers assortis, bas fins, les ongles rouges. Je dis qu'on les publie dans un journal qui s'appelle Libre, qui est le journal des prisonniers et des déportés. Elle dit « Libre? Alors vous n'êtes pas ministère? » Non. Avez-vous le droit de faire ça? Elle devient distante. Je dis « On le prend. » Elle s'en va, on continue à interroger. Les choses nous sont facilitées du fait de la lenteur extrême du passage des prisonniers. Entre le moment où ils descendent du train et celui où ils accèdent au niveau du premier bureau du circuit, celui du contrôle d'identité, il se passe 2 heures et demie. Pour les déportés, ce sera encore plus long, parce qu'ils n'ont pas de papier et qu'ils sont infiniment plus fatigués, à l'extrême limite de leur effort pour la plupart. Un officier revient, 45 ans, veste sanglée, le ton très sec. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On explique encore une fois. Il dit « Il y a déjà un service analogue dans le centre. Je me permets. Comment faites-vous parvenir les nouvelles aux familles? On sait déjà qu'il s'écoulera bien 3 mois avant que tous aient pu écrire. » Il me regarde et il s'esclaffe. « Vous n'avez pas compris. Il ne s'agit pas de nouvelles. Il s'agit de renseignements sur les atrocités nazies. Nous constituons des dossiers. » Il s'éloigne, puis il revient. « Qui vous dit qu'ils vous disent la vérité? C'est très dangereux ce que vous faites. Vous n'ignorez pas que les miliciens se cachent parmi eux? » Je ne réponds pas qu'il m'est indifférent que les miliciens ne soient pas arrêtés. Je ne réponds pas. Il s'en va.
Une demi-heure après arrive directement vers notre table en général. Il est suivi d'un premier officier et de la jeune femme au tailleur bleu marine, également gradée. Comme un flic. Vos papiers. Je les montre. Ce n'est pas suffisant. On vous permet de travailler debout. Mais je ne veux plus voir cette table ici. J'objecte qu'elle ne tient pas beaucoup de place. Il dit « Le ministre a formellement interdit de mettre une table dans le hall d'honneur. » Il appelle deux scouts qui enlèvent la table. Nous travaillerons debout. De temps en temps, il y a la radio. Le programme est alterné. Tantôt des airs de swing et tantôt des airs patriotiques. La file des prisonniers augmente. De temps en temps, je vais au guichet du fond de la salle. Toujours pas de déportés? Pas de déportés. Uniforme dans toute la gare. Femmes en uniforme, mission de rapatriement. On se demande d'où sortent ces gens, ces vêtements parfaits après 6 ans d'occupation, ces chaussures de cuir, ces mains, ce ton altier, cinglant, toujours méprisant, que ce soit dans la fureur, la condescendance, l'amabilité. D me dit « Regardez-les bien, ne les oubliez pas. » Je demande d'où ça vient, pourquoi c'est là tout à coup avec nous. Mais avant tout, qui c'est? D me dit « La droite. La droite, c'est ça. Ce que vous voyez, c'est le personnel gaulliste qui prend ses places. La droite s'est retrouvée dans le gaullisme même à travers la guerre. Vous allez voir qu'ils vont être contre tout mouvement de résistance qui n'est pas directement gaulliste. Ils vont occuper la France. Ils se croient la France tutélaire et pensante. Ils vont longtemps empoisonner la France. Il faudra s'habituer à faire avec. » Elle parle des prisonniers en disant « Ces pauvres garçons. » Elle s'interpelle, comme dans un salon. « Dites-moi, ma chère, mon cher. » À peu d'exceptions près, elles ont l'accent de l'aristocratie française. Elles sont là pour donner des renseignements aux prisonniers sur les heures de départ des trains. Elles ont le sourire spécifique des femmes qui veulent que l'on perçoive leur grande fatigue, mais aussi leur effort pour la cacher. On manque d'air ici. Elles sont vraiment très préoccupées. De temps en temps, des officiers viennent les voir. Ils échangent des cigarettes anglaises. Alors, toujours infatigable? Comme vous le voyez, mon capitaine. Rire. La salle d'honneur résonne de bruits de pas, de conversations murmurées, de pleurs, de plaintes. Ça arrive toujours. Des camions dénient. Ils viennent du Bourget. Par groupe de 50, les prisonniers sont déversés dans le centre. Quand un groupe surgit, vite la musique. C'est la route qui va, qui va, qui va, et qui n'en finit pas. Quand les groupes sont plus importants, c'est la Marseillaise. Des silences entre les chants, mais très courts. Les pauvres garçons regardent la salle d'honneur. Tous sourient. Les officiers de rapatriement les encadrent. « Allez, mes amis, à la file !» Ils vont à la file et continuent de sourire. Les premiers arrivent au guichet d'identité et disent « C'est long !» mais toujours en souriant gentiment. Lorsqu'on leur demande des renseignements, ils cessent de sourire. Ils essayent de se rappeler. Ces jours derniers, j'étais à la gare de l'Est. Une de ces dames a apostrophé un soldat de la Légion. Elle a montré ses galons. « Alors, mon ami, on ne salue pas? Vous voyez bien que je suis capitaine. » Le soldat l'a regardée. Elle était belle et jeune, et il a ri. La dame est partie en courant. Quel mal élevé! J'ai été trouver le chef du centre pour arranger l'affaire du service des recherches. Il nous permet de rester là, mais en fin de circuit, à la queue, du côté de la consigne. Tant qu'il n'y a pas de convoi de déportés, je tiens coup. Il en revient par le Lutetia, mais pas Orsay pour le moment. Il n'y a que des isolés. J'ai peur de voir surgir Robert L. Lorsqu'on annonce des déportés, je sors du centre. C'est entendu avec mes camarades. Je ne reviens que lorsque les déportés sont partis. Lorsque je reviens, les camarades me font signe de loin. Rien, aucun ne connaît Robert L. Le soir, je vais au journal, je donne les listes. Chaque soir, je dis à D. Demain, je ne retournerai pas à Orsay. « »  « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » «
20 avril. C'est aujourd'hui qu'arrive le premier convoi des déportés politiques de Weimar. On me téléphone le matin du centre. On me dit que je peux venir, qu'ils n'arriveront que l'après-midi. J'y vais pour la matinée. J'y resterai toute la journée. Je ne sais plus où me mettre pour me supporter. Orsay. En dehors du centre, il y a des femmes de prisonniers de guerre coagulées en une masse compacte. Des barrières blanches les séparent des prisonniers. Elles crient. « Avez-vous des nouvelles d'un tel ?» Quelquefois, les soldats s'arrêtent. Il y en a qui répondent. À 7 heures du matin, il y a déjà des femmes. Il y en a qui restent jusqu'à 3 heures du matin et qui reviennent le lendemain à 7 heures. Mais en pleine nuit, entre 3 heures et 7 heures, il y en a aussi qui restent. On leur interdit l'entrée du centre. Beaucoup de gens qui n'attendent personne viennent aussi à la gare d'Orsay pour voir le spectacle. L'arrivée des prisonniers de la guerre, et la façon aussi dont les femmes les attendent, et tout le reste. Voir comment ça se passe. Ça ne se reproduira peut-être plus jamais. On distingue les spectateurs des autres au fait qu'ils ne crient pas et qu'ils se tiennent un peu à l'écart des masses des femmes pour pouvoir voir à la fois l'arrivée des prisonniers et l'accueil que leur font les femmes. Les prisonniers de guerre arrivent dans l'ordre. La nuit, ils arrivent dans des grands camions américains. Ils débouchent en pleine lumière. Les femmes hurlent, elles claquent des mains. Les prisonniers s'arrêtent, éblouis, interloqués. Dans la journée, les femmes crient dès qu'elles voient déboucher les camions du pont de Solferino. La nuit, elles crient dès qu'ils ralentissent, peu avant le centre. Elles crient des noms de villes allemandes. Neueswarda, Kassel ou des numéros de Stalag. 6A, commando du 3A. Les prisonniers ont l'air étonnés. Ils arrivent tout droit du Bourget et de l'Allemagne. Quelquefois ils répondent, le plus souvent ils ne comprennent pas très bien ce qu'on leur veut. Ils sourient, ils se retournent sur les femmes françaises. Ce sont les premières qu'ils revoient. Je travaille mal. Tous ces noms que j'additionne ne sont jamais le sien. Au rythme de chaque 5 minutes, l'envie d'en finir, de poser le crayon, de ne plus demander de nouvelles, de sortir du centre pour le reste de ma vie. Vers 2 heures de l'après-midi, je vais demander à quelle heure arrive le convoi de Weimar. Je quitte le circuit. Je cherche quelqu'un à qui m'adresser. Dans un coin de la salle d'honneur, je vois une dizaine de femmes installées par terre et auxquelles une colonelle est en train de parler. Je m'approche. La colonelle est une grande femme en tailleur bleu marine, croix de Lorraine sur le revers. Elle a des cheveux blancs bouclés au fer et passés au bleu. Les femmes la regardent. Elles ont l'air harassées, mais elles écoutent bouche bée ce que dit la colonelle. Autour d'elles traînent des baluchons, des valises ficelées et aussi un petit enfant qui dort sur un baluchon. Elles sont très sales et elles ont le visage décomposé. 2 d'entre elles ont un ventre énorme. Une autre femme officier regarde, un peu à l'écart. Je m'approche d'elle et je lui demande ce qui se passe. Elle me regarde, elle baisse les yeux et dit pudiquement « Volontaire STO ». La colonelle leur dit de se lever et de la suivre. Elles se lèvent et la suivent. Si elles ont ce visage effrayé, c'est qu'elles viennent d'être huées par les femmes de prisonniers de guerre qui attendent à la porte du centre. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une arrivée de volontaires STO. Ils arrivaient comme les autres, en souriant, puis peu à peu, ils ont compris, et alors ils ont eu ce même visage décomposé. La colonelle s'adresse à la jeune femme en uniforme qui m'a renseignée. Elle montre les femmes du doigt. Qu'est-ce qu'on en fait ? L'autre dit « Je ne sais pas ». La colonelle a dû leur apprendre qu'elles étaient des ordures. Il y en a qui pleurent. Celles qui sont enceintes ont les yeux fixes. La colonelle leur a dit de s'asseoir. Elles se rasseyent. Ce sont pour la plupart des ouvrières. Elles ont les mains noircies par l'huile des machines allemandes. 2 d'entre elles sont sans doute des prostituées. Elles sont fardées, elles ont les cheveux teints. Mais elles ont dû elles aussi travailler aux machines. Elles ont les mêmes mains noircies. Un officier de rapatriement arrive. Qu'est-ce que c'est que ça ? Volontaire STO. La voix de la colonelle est aiguë. Elle se tourne vers les volontaires et elle menace.
Asseyez-vous et restez tranquille. C'est entendu? Ne croyez pas qu'on va vous laisser partir comme ça. » De sa main, elle menace les volontaires. L'officier de rapatriement s'approche du tas de volontaires, il les regarde, et devant elle, les volontaires, il demande à la colonelle. « Avez-vous des ordres ?» La colonelle. « Non, et vous ?» « On m'a parlé de 6 mois de détention. » La colonelle approuve de sa belle tête bouclée. « Ça ne serait pas volé. » L'officier envoie des bouffées de fumée, camel, au-dessus du tas des volontaires qui suivent la conversation, les yeux hagards. « D'accord. » Et il s'éloigne, jeune, élégant, un homme de cheval, camel à la main. Les volontaires regardent et guettent une indication quelconque sur le sort qui les attend. Aucune indication. J'arrête la colonelle qui s'en va. « Savez-vous à quelle heure le convoi de Weimar arrive ?» Elle me regarde attentivement. « 3 heures. » Elle me regarde encore et encore. Elle me jauge, et elle me dit, excédée, mais à peine. « Ce n'est pas la peine d'encombrer le centre à attendre. Il n'y a que des généraux et des préfets. Rentrez chez vous. » Je ne m'y attendais pas. Je crois que je l'insulte. Je dis « Et les autres ?» Elle se redresse. « J'ai horreur de cette mentalité. Allez vous plaindre ailleurs, ma petite. » Elle est tellement indignée qu'elle va en rendre compte à un petit groupe de femmes également en uniforme. Celle-là l'écoute raconter, elle s'indigne, me regarde. Je vais vers l'une d'entre elles, je dis « Elle n'attend personne, celle-là ?» Elle me regarde, scandalisée. Elle essaye de me calmer. Elle dit « Elle a tellement à faire, la pauvre. Elle est énervée. » Je retourne au service des recherches, à la fin du circuit. Peu après, je retourne dans la salle d'honneur. D m'y attend, avec un faux laissez-passer. Vers 3 heures. Une rumeur. Les voilà. Je quitte le circuit, je me poste à l'entrée d'un petit couloir, face à la salle d'honneur. J'attends. Je sais que Robert L. n'y sera pas. Il est chargé d'aller interroger les déportés pour savoir s'ils ont connu Robert L. Il est pâle. Il ne s'occupe pas de moi. Il y a un grand brouhaha dans la salle d'honneur. Les femmes en uniforme s'affairent autour des volontaires et les font s'asseoir par terre, dans un pan coupé. La salle d'honneur est vide. Il y a un arrêt dans l'arrivée des prisonniers de guerre. Les officiers de rapatriement circulent. Arrêt aussi, du micro. J'entends « Le ministre !» Je reconnais Freinet parmi les officiers. Je suis toujours à la même place à l'entrée du petit couloir. Je regarde l'entrée. Je sais que Robert L. n'a aucune espèce de chance d'y être. Mais peut-être que D arrivera à savoir quelque chose. Ça ne va pas. Je tremble. J'ai froid. Je m'appuie contre la paroi. Tout à coup, une rumeur. « Les voilà !» Dehors, les femmes n'ont pas crié. Elles n'ont pas applaudi. Tout à coup débouchent du couloir d'entrée 2 scouts qui portent un homme. L'homme les tient, enlacés par le cou. Les scouts le portent, les bras en croix sous les cuisses. L'homme est habillé en civil, il est rasé. Il a l'air de beaucoup souffrir. Il est d'une étrange couleur. Il doit pleurer. On ne peut pas dire qu'il est maigre, c'est autre chose. Il reste très peu de lui-même, si peu qu'on doute qu'il soit en vie. Pourtant non, il vit encore. Son visage se convulse dans une grimace effrayante. Il vit. Il ne regarde rien, ni le ministre, ni la salle d'honneur, ni les drapeaux. Rien. Sa grimace, c'est peut-être qu'il rit. C'est le premier déporté de Weimar qui entre dans le centre. Sans m'en rendre compte, j'ai avancé. Je me tiens au milieu de la salle d'honneur, le dos au micro. Suivent 2 autres scouts qui soutiennent un autre vieillard. Puis, une douzaine d'autres arrivent. Ceux-là ont l'air en meilleur état que les premiers. Soutenus, ils marchent. On les fait asseoir sur des bancs de jardin qu'on a installés dans la salle. Le ministre va vers eux. Le second, qui est entré, le vieillard, il pleure. On ne peut pas savoir s'il est aussi vieux que ça. Peut-être qu'il a 20 ans, on ne peut pas savoir l'âge. Le ministre s'approche et se découvre. Il va vers le vieillard. Il lui tend la main. Le vieillard la prend. Il ne sait pas
que c'est la main du ministre. Une femme en uniforme bleu le lui crie. « C'est le ministre! Il est venu vous recevoir !» Le vieillard continue à pleurer. Il n'a pas levé la tête. Tout à coup, je vois D, assis près du vieillard. J'ai très froid. Je claque des dents. Quelqu'un s'approche de moi. « Ne restez pas là, ce n'est pas utile, ça vous rend malade. » Je le connais, c'est un type du centre. Je reste. D a commencé à parler au vieillard. Je récapitule rapidement. Il y a une chance sur 10 000 pour que ce vieillard ait connu Robert L. On commence à dire dans Paris que les militaires ont des listes de survivants de Buchenwald. À part le vieillard qui pleure et les rhumatisants, les autres ne me paraissent pas en très mauvais état. Le ministre est assis auprès d'eux, ainsi que des officiers supérieurs. D parle longtemps au vieillard. Je ne regarde que le visage de D. Je trouve que ça traîne, alors j'avance très lentement vers le banc, dans le champ du regard de D. D me voit. Il me regarde et il fait de la tête le signe. Non, il ne connaît pas. Je m'éloigne. Je suis très fatiguée. J'ai envie de m'étendre par terre. Maintenant, les femmes en uniforme apportent des gamelles aux déportés. Ils mangent, et tout en mangeant, ils répondent aux questions qu'on leur pose. La chose frappante, c'est que ce qu'on leur dit ne semble pas les intéresser. Je le saurai demain par les journaux. Il y a parmi ces gens, ces vieillards, le général Schall, son fils Hubert Schall, qui devait mourir cette nuit-ci, la nuit même de son arrivée, élève de Saint-Cyr, le général Audibert, Ferrière, directeur de la régie des tabacs, Julien Kane, administrateur de la Bibliothèque nationale, le général Hortot, Marcel Paul, le professeur Suard de la faculté de médecine d'Angers, le professeur Richet, Claude Bourdet, le frère de Teigen, ministre de l'Information, Maurice Nègre. Je quitte le centre vers 5 heures de l'après-midi. Je passe par les quais. Il fait très beau. C'est une très belle journée ensoleillée. J'ai hâte de rentrer, de m'enfermer avec le téléphone, de retrouver le fossé noir. Dès que je quitte le quai et que je prends la rue du Bac, la ville redevient l'antenne et le centre d'Orsay disparaît. Peut-être qu'il reviendra tout de même. Je ne sais plus. Je suis très fatiguée. Je suis très sale. Je passe aussi une partie de mes nuits au centre. Il faut que je me décide à prendre un bain en rentrant. Cela doit faire 8 jours que je ne me lave plus. J'ai si froid dans le printemps. L'idée de se laver me fait frissonner. J'ai comme une fièvre fixe qui ne partirait plus. Ce soir, je pense à moi. Je n'ai jamais rencontré une femme plus lâche que moi. Je récapitule. Des femmes qui attendent comme moi. Non, aucune n'est aussi lâche que ça. J'en connais de très courageuses, d'extraordinaires. Ma lâcheté est telle qu'on ne la qualifie plus, sauf D. Mes camarades du service des recherches me considèrent comme une malade. D me dit « En aucun cas, on n'a le droit de s'abolir à ce point. » Il me le dit souvent. « Vous êtes une malade, vous êtes une folle. Regardez-vous, vous ne ressemblez plus à rien. » Je n'arrive pas à saisir ce qu'on veut me dire. Même maintenant que je retranscris ces choses de ma jeunesse, je ne saisis pas le sens de ces phrases. Pas une seconde je n'entrevois la nécessité d'avoir du courage. Ma lâcheté à moi serait peut-être d'avoir du courage. Suzy a du courage pour son petit garçon. Moi, l'enfant que nous avons eu avec Robert L., il est mort à la naissance, de la guerre lui aussi. Les docteurs se déplaçaient rarement la nuit pendant la guerre. Ils n'avaient pas assez d'essence. Je suis donc seule. Pourquoi économiser de la force dans mon cas? Aucune lutte ne m'est proposée. Celle que je mène, personne ne peut la connaître. Je lutte contre les images du fossé noir. Il y a des moments où l'image est plus forte, alors je crie, ou je sors, et je marche dans Paris. D dit « Quand vous y repenserez plus tard, vous aurez honte. » Les gens sont dans les rues comme à l'ordinaire. Il y a des queues devant les magasins. Il y a déjà quelques cerises, c'est pourquoi les femmes attendent. J'achète un journal. Les Russes se trouvent à Strausberg, peut-être même plus loin, aux abords de Berlin.
Les femmes qui font la queue pour les cerises attendent la chute de Berlin. Je l'attends. Ils vont comprendre. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, disent les gens. Le monde entier l'attend. Tous les gouvernements du monde sont d'accord. Le cœur de l'Allemagne, disent les journaux, quand il aura cessé de battre, ce sera tout à fait fini. De 80 mètres en 80 mètres, Yukov a posté des canons qui, à 60 kilomètres autour de Berlin, pilonnent le centre. Berlin flambe. Elle sera brûlée jusqu'à la racine. Entre ces ruines, le sang allemand coulera. Quelquefois, on croit sentir l'odeur de ce sang, le voir. Un prêtre prisonnier a ramené au centre un orphelin allemand. Il le tenait par la main, il en était fier, il le montrait, il expliquait comment il l'avait trouvé, que ce n'était pas de sa faute, à ce pauvre enfant. Les femmes le regardaient mal. Il s'arrogeait le droit de déjà pardonner, de déjà absoudre. Il ne revenait d'aucune douleur, d'aucune attente. Il se permettait d'exercer ce droit de pardonner, d'absoudre là, tout de suite, séance tenante, sans aucunement connaître la haine dans laquelle on était, terrible et bonne, consolante, comme une foi en Dieu. Alors de quoi parlait-il? Jamais un prêtre n'a paru aussi incongru. Les femmes détournaient leur regard, elles crachaient sur le sourire épanoui de clémence et de clarté, ignoraient l'enfant. Tout se divisait. Restait d'un côté le front des femmes, compact, irréductible, et de l'autre côté cet homme seul, qui avait raison dans un langage que les femmes ne comprenaient plus. Avril. Monty aurait franchi l'Elbe, mais ce n'est pas sûr. Les dessins de Monty sont moins clairs que ceux de Paton. Paton fonce, Paton a atteint Nuremberg, Monty aurait atteint Hambourg. La femme de David Rousset téléphone. Ils sont à Hambourg. Pendant plusieurs jours, ils ne diront rien sur les camps de Hambourg-Neuengamme. Elle s'est beaucoup inquiétée ces derniers jours, et à juste titre. David était là, à Bergen-Belsen. Les Allemands fusillaient. L'avance des Alliés est très rapide, ils n'ont pas le temps d'emmener, ils fusillent. On ne sait pas encore que parfois, quand ils n'ont pas le temps de fusiller, ils laissent là. Halle a été nettoyé. Chemnitz est pris, largement dépassé en direction de Dresde. Patch nettoie Nuremberg. Georges Bidault s'entretient avec le président Truman au sujet de la conférence de San Francisco. Je marche dans les rues. Nous sommes fatigués, fatigués. Jamais plus on ne parlera de Vaihingen. Sur les cartes, le vert tendre des forêts descendra jusqu'à Lens. L'horloger est mort à Stalingrad. Le coiffeur servait à Paris. L'idiote occupait Athènes. Maintenant, la grande rue est désespérément vide avec ses pavés, le ventre en l'air, comme des poissons morts. 140 000 prisonniers de guerre ont été rapatriés. Jusqu'à présent, pas de chiffre de déportés. Malgré tous les efforts faits par les services ministériels, on n'a pas encore vu assez grand. Les prisonniers attendent des heures dans les jardins des Tuileries. On annonce que la nuit du cinéma aura cette année un éclat exceptionnel. 600 000 juifs ont été arrêtés en France. On dit déjà qu'il en reviendra 1 sur 100. Il en reviendra donc 6 000. On le croit encore. Il pourrait revenir avec les Juifs. Depuis un mois, il aurait pu nous donner de ses nouvelles. Pourquoi pas avec les Juifs? Il me semble que j'ai assez attendu. Nous sommes fatigués. Il va y avoir une autre arrivée de déportés de Buchenwald. Une boulangerie ouverte. Il faudrait peut-être acheter du pain, ne pas laisser perdre les tickets. C'est criminel de laisser perdre les tickets. Il y a des gens qui n'attendent rien. Il y a aussi des gens qui n'attendent plus. Avant-hier soir, en revenant du centre, je suis allée prévenir une famille, rue Bonaparte. J'ai sonné, on est venu, j'ai dit « C'est de la part du centre d'Orsay. Votre fils va revenir. Il est en bonne santé. » La dame le savait déjà. Le fils avait écrit il y a 5 jours. Des m'attendaient derrière la porte. Je dis « Ils savaient pour leur fils. Il a écrit. Ils peuvent donc écrire ?» D n'a pas répondu. C'était il y a 2 jours. Chaque jour, j'attends moins. Le soir, ma concierge me guette devant la porte. Elle me dit d'aller voir Madame Borde, la concierge de l'école. Je lui dis que j'irai demain matin,
qu'elle n'a pas à s'en faire parce qu'aujourd'hui c'était le stalag 7A qui revenait, qu'il n'est pas encore question du 3A. La concierge court pour lui dire. Je monte lentement. Je suis très essoufflée par la fatigue. J'ai cessé d'aller voir Madame Borde. Je vais essayer d'y aller demain matin. J'ai froid. Je vais me rasseoir sur le divan près du téléphone. C'est la fin de la guerre. Je ne sais pas si j'ai sommeil. Depuis quelque temps déjà, je n'éprouve plus le sommeil. Je me réveille, alors je sais que j'ai dormi. Je me lève, je colle mon front contre la vitre. En bas, c'est plein, une ruche. Il y a un menu clandestin pour ceux qui peuvent payer. Ce n'est pas ordinaire d'attendre ainsi. Je ne saurai jamais rien. Je sais seulement qu'il a eu faim pendant des mois et qu'il n'a pas revu un morceau de pain avant de mourir. Même pas une seule fois. Les dernières satisfactions des morts, il ne les a pas eues. Depuis le 7 avril, j'ai le choix. Il était peut-être parmi les 2000 fusillés de Belsen. À Mittelgladbach, on a trouvé 1500 corps dans un charnier. Partout, sur toutes les routes, il y en a. Colonne immense de magards. On les emmène, ils ne savent pas où. Les capots non plus, ni les chefs. Aujourd'hui, les 20 000 survivants de Buchenwald saluent les 51 000 morts du camp. Fusillés la veille de l'arrivée des Alliés. À quelques heures de là, être tués. Pourquoi ? On dit pour qu'ils ne racontent pas. Dans certains camps, les Alliés ont trouvé les corps encore chauds. Que fait-on à la dernière seconde quand on perd la guerre ? On casse la vaisselle, on casse les glaces à coups de pierre, on tue les chiens. Je n'en veux plus aux Allemands. Ça ne peut plus s'appeler comme ça. J'ai pu leur en vouloir pendant un certain temps. C'était clair, c'était net, jusqu'à les massacrer, tous, jusqu'au nombre entier des habitants de l'Allemagne, le supprimer de la terre, faire que ce ne soit plus possible. Maintenant, entre l'amour que j'ai pour lui et la haine que je leur porte, je ne sais plus distinguer. C'est une seule image à deux faces. Sur l'une d'elles, il y a lui, la poitrine face à l'Allemand, l'espoir de 12 mois qui se noie dans ses yeux, et sur l'autre face, il y a les yeux de l'Allemand, qui visent. Voilà les deux faces de l'image. Entre les deux, il me faut choisir. Lui qui roule dans le fossé, ou l'Allemand qui remet la mitraillette sur son épaule et qui part. Je ne sais pas s'il faut m'occuper de le recevoir dans mes bras et laisser fuir l'Allemand, ou laisser Robert L. et me saisir de l'Allemand qui l'a tué et crever ses yeux, qui n'ont pas vu les siens. Depuis 3 semaines, je me dis qu'il faudra les empêcher de tuer quand ils fuient. Personne n'a rien proposé. On aurait pu envoyer des commandos de parachutistes qui auraient pu tenir les camps pendant les 24 heures qui les séparaient de l'arrivée des Alliés. Jacques Auvray avait tenté de mettre au point la chose, cela depuis août 1944. Elle n'a pas été possible parce que Fresnay n'a pas voulu que l'initiative en revienne à un mouvement de résistance. Lui, ministre des PG et des déportés, il n'avait pas le moyen de le faire. Donc, il a laissé fusiller. Maintenant, jusqu'au dernier camp de concentration libéré, il y aura des fusillés. Il n'a plus rien à faire pour les en empêcher. Dans mon image à double face, parfois, derrière l'Allemand, il y a Fresnay qui regarde. Mon front contre la vitre froide. C'est bon, je ne peux plus porter ma tête. Mes jambes et mes bras sont lourds, mais moins lourds que ma tête. Ce n'est plus une tête, mais un abcès. La vitre est fraîche. Dans 1 heure, D sera là. Je ferme les yeux. S'il revenait, nous irions à la mer. C'est ce qui lui ferait le plus plaisir. Je crois que de toute façon, je vais mourir. S'il revient, je mourrai aussi. S'il sonnait, qui est là ? Moi, Robert L. Tout ce que je pourrais faire, c'est ouvrir et puis mourir. S'il revient, nous irons à la mer. Ce sera l'été, le plein été. Entre le moment où j'ouvre la porte et celui où nous nous retrouvons devant la mer, je suis morte. Dans une espèce de survie, je vois que la mer est verte, qu'il y a une plage un peu orangée, le sable. À l'intérieur de ma tête, la brise salée qui empêche la pensée.
Je ne sais pas où il est au moment où je vois la mer, mais je sais qu'il vit, qu'il est quelque part sur la terre, de son côté, à respirer. Je peux donc m'étendre sur la plage et me reposer. Quand il reviendra, nous irons à la mer, une mer chaude. C'est ce qui lui fera le plus plaisir et puis le plus de bien aussi. Il arrivera, il attendra la plage, il restera debout sur la plage et il regardera la mer. Moi, il me suffira de le regarder lui. Je ne demande rien pour moi. La tête contre la vitre, c'est moi qui pleure peut-être bien. Entre 600 000, une qui pleure. Cet homme devant la mer, c'est lui. En Allemagne, les nuits étaient froides. Là, sur la plage, il sort en bras de chemise et il parle avec D. Ils sont absorbés par leur conversation. Je serais morte. Dès son retour, je mourrais. Impossible qu'il en soit autrement. C'est mon secret. D ne le sait pas. J'ai choisi de l'attendre comme je l'attends, jusqu'à en mourir. Ça me regarde. Je reviens vers le divan, je m'étends, D sonne. Je vais ouvrir. Rien. Rien. Il s'assied dans le salon à côté du divan. Je dis: je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir. D a un air excédé et il ne répond pas. Je continue. Demain, c'est le 22 avril. 20% des camps sont délivrés. J'ai vu Sorel au centre qui m'a dit qu'il en reviendrait 1 sur 50. D n'a pas la force de me répondre, mais je continue. On sonne. C'est le beau-frère de Robert L. Alors? Rien. Il hoche la tête, réfléchit, et puis il dit: c'est une question de liaison. Ils ne peuvent pas écrire. Ils disent: il n'y a plus de poste régulière en Allemagne. Je dis: ce qui est sûr, c'est qu'on a des nouvelles de ceux de Buchenwald. Je rappelle que le convoi de Robert L., celui du 17 août, est arrivé à Buchenwald. Qui vous dit qu'il n'a pas été transféré ailleurs au début de l'année? Je leur dis de partir, de rentrer chez eux. Je les entends parler pendant un moment, et puis de moins en moins. Il y a de longs silences dans la conversation. Et puis tout à coup, les voix reviennent. Je sens qu'on me prend l'épaule. C'est D. Je m'étais endormie. D crie: qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez à dormir comme ça? Je me rendors. Quand je me réveille, M est partie. D va chercher un thermomètre. J'ai de la fièvre. Dans la fièvre, je la revois. Elle avait fait 3 jours de queue avec les autres, rue de Sausset. Elle devait avoir 20 ans. Elle avait un ventre énorme qui lui sortait du corps. Elle était là pour en fusiller son mari. Elle avait reçu un avis pour venir chercher ses affaires. Elle était venue. Elle avait encore peur. 22 heures de queue pour venir prendre ses affaires. Elle tremblait malgré la chaleur. Elle parlait sans pouvoir s'arrêter. Elle avait voulu reprendre ses affaires pour les revoir. Oui, elle allait accoucher dans les 15 jours. L'enfant ne connaîtrait pas son père. Dans la queue, elle lisait et relisait ses dernières lettres à ses voisines. Dis à notre enfant que j'ai été courageux. Elle parlait, elle pleurait. Elle ne pouvait rien garder à l'intérieur. Je pense à elle parce qu'elle n'attend plus. Je me demande si je la reconnaîtrais dans la rue. J'ai oublié son visage. Je ne revois d'elle que ce ventre énorme qui lui sortait du corps. Cette lettre à la main, comme si elle voulait la donner. 20 ans. On lui avait tendu en pliant. Elle avait essayé de s'asseoir, mais elle se relevait. Elle ne pouvait se supporter que debout.